Bonjour, j'espère que tout le monde va bien de l'autre côté. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire deux extraits et une nouvelle, une petite nouvelle. La nouvelle Pauvre petit garçon de Dino Buzzati, l'introduction du Magellan de Stefan Zweig, ainsi qu'un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Parce qu'il est toujours bon de revenir à Flaubert. Pauvre petit garçon. C'est une nouvelle qui est parue dans le cas. C'est, à mon avis, la chute la plus incroyable, l'une des chutes les plus incroyables de la littérature. Pauvre petit garçon. Comme d'habitude, Madame Clara amena son petit garçon, 5 ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ 3 heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise. Le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps à autre, porté par le fleuve. On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau. Au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert. Au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient laitue. Mais d'habitude, les enfants au teint pâle ont en compensation d'immenses yeux noirs, qui illuminent leur visage exsangue et lui donnent une expression pathétique. Ce n'était pas le cas de Dolphy, non. Il avait de petits yeux insignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité. Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr, mais c'était quand même un fusil. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d'ordinaire il le tracassait, alors il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer. Parce que les animaux, qui ignorent la souffrance de la solitude, sont incapables de s'amuser tout seuls. Mais l'homme, au contraire, n'y arrive pas. Et s'il tente de le faire, bien vite, une angoisse encore plus forte s'empare de lui. Pourtant, quand les autres gamins passaient devant lui, Dolphy épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité. C'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil, pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ?» Les autres enfants, éparpillés dans l'allée, remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy. C'était un jouet de 4 sous, mais il était flambant neuf, et puis il était différent des leurs, et cela suffisait à susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit « Et vous autres, vous avez vu la laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ?» Un autre dit « La laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer, mais il ne jouera pas avec nous. » « Il ne joue pas parce qu'il a peur de nous, » dit un troisième. Et celui qui avait parlé avant, peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant. Madame Clara était assise sur un banc, occupée à tricoter, et le soleil la nimbait d'un halo. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré à côté d'elle. Il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil, et il le manipulait avec maladresse. Il était environ 3 heures, et dans les arbres de nombreux oiseaux inconnus faisaient un tapage invraisemblable, signe peut-être que le crépuscule approchait. « Allons, Dolphy, va jouer, » l'encourageait Madame Clara, sans lever les yeux de son travail. « Mais jouer avec qui ?»« Mais avec les autres petits garçons, voyons. »« Vous êtes tous amis ?»« Non, on n'est pas amis, » dit Dolphy. « Quand je vais jouer, il se moque de moi. »« Tu dis cela parce qu'il t'appelle Laitue ?»« Je veux pas qu'il m'appelle Laitue. Pourtant, moi, je trouve que c'est un joli nom. À ta place, je ne me fâcherais pas pour si peu. Mais lui, obstiné, je veux pas qu'on m'appelle Laitue. » Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre, et ce jour-là aussi. Dolphy avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt il avait appelé Laitue et s'était mis à rire. Ils étaient presque tous blonds. Lui, au contraire, était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front, en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes. Lui, au contraire, avait de vraies flûtes, maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins. Lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante, comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques.
et il n'osait pas les répéter. Ils étaient forts, et lui si faible. Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabule, les autres garçons s'approchèrent. « Tu as un beau fusil, dit Max, le fils d'un ingénieur. Fais voir. » Dolphy, sans le lâcher, laissant l'autre l'examiner. « Pas mal, reconnut Max, avec l'autorité d'un expert. » Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins 20 fois plus que le fusil. Dolphy en fut très flatté. « Avec ce fusil, toi aussi, tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance. « Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine, dit un troisième. Et Dolphy les regardait émerveillé. Il ne l'avait pas encore appelé laitue. Il commença à s'enhardir. Alors, ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là. Il y avait l'armée du général Max qui occupait la montagne, il y avait l'armée du général Walter qui tenterait de forcer le passage. Les montagnes étaient en réalité 2 talus herbeux recouverts de buissons, et le passage était constitué par une petite allée en pente. Dolphy fut affecté à l'armée de Walter avec le grade de capitaine, et puis les 2 formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille. Pour la première fois, Dolphy se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte 2 bambins à l'air sournois armés de frondes, et ils l'expédièrent en tête de l'armée avec l'ordre de sonder le passage. Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse, d'une façon presque excessive. Alors Dolphy se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide. Des 2 côtés, les rives herbeuses avec leurs buissons. Il était clair que les ennemis, commandés par Max, avaient dû tendre une embuscade en se cachant derrière les arbres. Mais on n'apercevait rien de suspect. « Hé, capitaine Dolphy, pars immédiatement à l'attaque. Les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Mais toi, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais. » Dolphy se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « Allons, capitaine, à l'attaque » intima le général. Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolphy, qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire. « À l'attaque, les enfants » cria-t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales. Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup, il sentit son pied retenu. À 10 centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle. Il s'étala de tout son long par terre, se cogna douloureusement le nez. Le fusil lui échappa de main. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever, mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétries avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher de nouveau. Alors, ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes. « Tiens, attrape, capitaine laitue !» Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient. Le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés, il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon. Il ne pouvait plus servir à rien. Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couverts de terre, de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée. « Mon Dieu, Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait lui aussi l'humiliation de la mère. Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde
Elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin. Pourquoi Dolphy restait-il si rachitique? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez? Elle essaya d'imaginer son fils dans 15, 20 ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, ou donnant le bras à une superbe jeune fille, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas, non. Elle le voyait toujours assis, un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie. Oh, le pauvre petit, s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec madame Clara. Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux reconnaissants. Il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, innocente, humiliée, sans défense. Le désir désespéré d'un peu de consolation, un sentiment pur, douloureux et très beau qu'il était impossible de définir. Pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux, qui ne comprenait pas et demandait au monde environnant un peu de bonté. Mais ce ne fut qu'un instant. « Allons, Dolphy, viens te changer, fit la mère en colère, et elle le traîna, énergiquement à la maison. Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre. Son visage devint subitement laid. Un rictus dur lui plissa la bouche. « Ah, ces enfants! Quelles histoires ils font pour un rien !» s'exclama l'autre dame, agacée en les quittant. « Allons, au revoir, madame Hitler !» Pas mal la chute. Je vais vous lire un petit peu de Madame Bovary. Je vous décris le contexte. On est dans la première partie. Charles Bovary fait ses études de médecine avant qu'il épouse sa première femme. Donc il se trouve à Rouen. Dans les beaux soirs d'été, à l'heure où les rues tièdes sont vides, quand les servantes jouent au volant sur le seuil des portes, il ouvrait sa fenêtre et s'accoudait. La rivière qui fait de ce quartier de Rouen comme une ignoble petite Venise coulait en bas, sous lui, jaune, violette ou bleue, entre ses ponts et ses grilles. Des ouvriers accroupis au bord lavaient leurs bras dans l'eau. Sur des perches, partant du haut des greniers, des écheveaux de coton séchaient à l'air. En face, au-delà des toits, le grand ciel pur s'étendait avec le soleil rouge se couchant. Qu'il devait faire bon là-bas, quelle fraîcheur sous la hêtraie. Et il ouvrait les narines pour aspirer les bonnes odeurs de la campagne qui ne venaient pas jusqu'à lui. Il maigrit, sa taille s'allongea, et sa figure prit une sorte d'expression dolente qui la rendit presque intéressante. Naturellement, par nonchalance, il en vint à se délier de toutes les résolutions qu'il s'était faites. Une fois, il manqua la visite, le lendemain son cours, et savourant la paresse, peu à peu n'y retourna plus. Il prit l'habitude du cabaret, avec la passion des dominos. S'enfermer chaque soir dans un sale appartement public pour y taper sur des tables de marbre des petits os de mouton marqués de points noirs lui semblait un acte précieux de liberté et qui le rehaussait d'estime vis-à-vis de lui-même. C'était comme l'initiation au monde, l'accès des plaisirs défendus, et en entrant, il posait la main sur le bouton de la porte avec une joie presque sensuelle. Alors,
Beaucoup de choses comprimées en lui se dilatèrent. Il apprit par cœur des couplets qu'il chantait au bienvenu, s'enthousiasma pour Béranger, sut faire du punch et connut enfin l'amour. Grâce à ses travaux préparatoires, il échoua complètement à son examen d'officier de santé. On l'entendait le soir même à la maison pour fêter son succès. Il partit à pied, s'arrêta vers l'entrée du village où il fit demander sa mère et lui conta tout. Elle l'excusa, rejetant l'échec sur l'injustice des examinateurs, et le raffermit un peu, se chargeant d'arranger les choses. 5 ans plus tard seulement, M. Bovary père connut la vérité. Elle était vieille, il l'accepta, ne pouvant d'ailleurs supposer que l'homme issu de lui fût un sot. Charles se remit donc au travail et prépara sans discontinuer les matières de son examen dont il apprit d'avance toutes les questions par cœur. Il fut reçu avec une assez bonne note. Quel beau jour pour sa mère. On donna un grand dîner. Où irait-il exercer son art? À Tostes. Il n'y avait là qu'un vieux médecin. Depuis longtemps, Madame Bovary guettait sa mort, et le bonhomme n'avait point encore plié bagage que Charles était installé en face comme son successeur. Mais ce n'était pas tout d'avoir élevé son fils, de lui avoir fait apprendre la médecine et découvert Tostes pour l'exercer. Il lui fallait une femme. Elle lui en trouva une, la veuve d'un huissier de Dieppe, qui avait 45 ans et 1200 livres de rente. Quoiqu'elle fût laide, sèche comme un cotteret et bourgeonnée comme un printemps, certes, Madame Dubuc ne manquait pas de partis à choisir. Pour arriver à ses fins, la mère Bovary fut obligée de les évincer tous, et elle déjoua même fort habilement les intrigues d'un charcutier qui était soutenu par les prêtres. Charles avait entrevu dans le mariage l'avènement d'une condition meilleure, imaginant qu'il serait plus libre et pourrait disposer de sa personne et de son argent. Mais sa femme fut le maître. Il devait devant tout le monde dire ceci, ne pas dire cela, faire maigre tous les vendredis, s'habiller comme elle l'entendait, harceler par son ordre les clients qui ne payaient pas. Elle décachetait ses lettres, épiait ses démarches et l'écoutait, à travers la cloison, donnait ses consultations dans son cabinet quand il y avait des femmes. Il lui fallait son chocolat tous les matins, des égards à n'en plus finir. Elle se plaignait sans cesse de ses nerfs, de sa poitrine, de ses humeurs. Le bruit des pas lui faisait mal. On s'en allait, la solitude lui devenait odieuse. Revenait-on près d'elle, c'était pour la voir mourir, sans doute. Le soir, quand Charles rentrait, elle sortait de dessous ses draps, ses longs bras maigres, les lui passait autour du cou, et l'ayant fait asseoir au bord du lit, se mettait à lui parler de ses chagrins. Il l'oubliait, il en aimait une autre. On lui avait bien dit qu'elle serait malheureuse, et elle finissait en lui demandant quelques sirops pour sa santé et un peu plus d'amour. Chapitre suivant, première phrase. Une nuit, vers 11 heures, ils furent réveillés par le bruit d'un cheval qui s'arrêta juste à la porte. Et là, le roman commence. Parce que c'est M. Berthaud qui arrive. Il s'est cassé la jambe. Et M. Berthaud, c'est le père d'Emma. Bientôt Emma Bovary. Je vais terminer avec